Imaginez, vous êtes le chef d'un très grand pays. En prime, le Mahatma Gandhi était votre grand-père. Vous avez donc officiellement tout pour vous. Mais votre pays va très mal. La croissance démographique fait que le pays est surpeuplé et la famine vous guette. Vous allez donc voir les USA et vous leur demandez de l'aide. Ils acceptent de vous aider à une condition. Vous devez stériliser votre population. Jeunes, vieux, mariés ou célibataires, tous doivent être castrés. Que feriez-vous? Privez-vous votre population de son droit humain de pouvoir garder ses organes génitaux ou prenez-vous l'argent et la nourriture qu'il faut pour les nourrir au prix de l'éthique et des droits constitutionnels de votre pays? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir quel fut le choix de Indira Gandhi, la petite fille du Mahatma Gandhi. Va-t-elle stériliser toute sa population ou choisira-t-elle la liberté de son peuple? Bonjour, je suis François Xavier et dans cette vidéo, je vais vous parler de la stérilisation en masse en Inde. La contraception et la stérilisation de masse en Inde ont deux précurseurs. En 1925, l'auteure Catherine Mayo s'y est rendue et a décrit son voyage à travers un livre. Dedans, elle utilise comme sujet principal la rédemption économique du pays. Selon Mayo, le pays est damné depuis qu'il s'est séparé des Anglais et de la chrétienté. Mais son argument n'est pas purement religieux et suprémaciste occidental. Selon Mayo, la sexualité indienne, ayant délaissé toute forme de chrétienté, serait dépravée et à la source du problème démographique. De plus, l'écrivain décrit un pays ravagé par la maladie, où les femmes sont incroyablement pauvres, fatiguées et donc incapables de s'occuper de leurs enfants. Et ceci, Mayo en donnerait pour cause la décolonisation du pays. Presque 10 ans plus tard, Margaret Sanger, la fondatrice du mouvement de la contraception, a visité l'Inde. Sa mission était de prouver que les femmes en Inde voulaient désespérément arrêter d'avoir des enfants de manière incontrôlée. Elle décrira les Indiennes comme étant fatiguées et pathétiques, mais également très douces. En revenant de leur voyage respectif, à une décennie l'une de l'autre, les deux femmes ont eu la même conclusion. Les Indiennes étaient fatiguées et malades. Elles ne pouvaient donc pas bien s'occuper de leurs enfants et souhaitaient trouver un remède à ces grossesses incessantes et non désirées. Selon Mayo et Sanger, si rien n'était fait, l'Inde aurait des famines et des guerres sur les bras. Cette population croissante était donc un réel problème. Et c'est donc en 1952 que Sanger décide de créer la Fédération internationale du Planned Parenthood. La même année, l'Inde débuta ses efforts de contrôle des naissances. Entre 1952 et le début des années 60, le contrôle de la fertilité par le Planned Parenthood ou par le gouvernement visait principalement les femmes. Et puisque la majorité des Indiens n'étaient pas assez riches pour recevoir un suivi régulier, une solution fiable et rapide fut trouvée, la castration. En Occident, et plus particulièrement aux USA, le contrôle de population était très bien vu. De grands noms tels que Hugh Moore finançaient l'impression et la distribution de pamphlets pro-contrôle démographique. Ceux-ci prônaient qu'une augmentation démographique entraînerait invariablement le chaos, des émeutes et des guerres, et que tout ceci serait idéal pour l'avancée du communisme. En effet, il faut bien garder en tête que nous sommes alors en pleine guerre froide. Pire qu'une démographie incontrôlée, l'ennemi numéro 1 des USA, c'est le communisme. Les pamphlets de Moore surenchérissent, annonçant que nous ne pouvons pas revivre des guerres comme celle du Vietnam en boucle et trop souvent. Si on vous annonçait la fin du monde tel que vous le connaissez, et ce, par la mort, les pleurs et le sang. Mais qu'ensuite, on vous annonçait une solution. Et encore mieux, elle ne vous touche pas directement. On peut prévenir la fin du monde sans que vous n'ayez à changer vos habitudes. N'est-ce pas super ? Eh bien, c'est ce que disent beaucoup d'Occidentaux à ce moment-là. Le contrôle démographique était une idée tellement répandue et acceptée que le président cita un rapport affirmant que 5 $ dépensés pour le contrôle démographique équivalaient à 100 $ dépensés pour le développement économique d'un pays. Il était donc plus rentable de se focaliser sur le contrôle démographique. Alors, lorsqu'Indira Gandhi, alors première ministre de l'Inde,
se rendit aux Amériques pour demander à Johnson de quoi nourrir sa population, ce dernier refusa, à moins qu'elle ne castre sa population. Que feriez-vous si le pays le plus puissant et le plus influent du monde, les USA, se montrait prêt à laisser votre population mourir de faim si vous ne la castriez pas? Laisseriez-vous de côté les droits humains de votre population pour leur assurer une survie? C'est ce que fit le Premier ministre Gandhi. Or, une castration forcée et massive du peuple n'est pas si facile que ça à mettre en place. Premièrement, parce que c'est anticonstitutionnel. Et puis, parce qu'il faut que la population se plie à cette nouvelle directive. Mais ne vous arrêtez pas, l'histoire ne s'arrête pas là. Indira Gandhi a trouvé une solution aux deux problèmes posés. Premièrement, elle établit l'état d'urgence, faisant passer par la fenêtre la Constitution. Et donc, les droits du peuple furent d'un revers de main essuyés. Mais bon, vous vous doutez bien qu'à côté de la seconde tâche, qui était de faire accepter à la population de se faire castrer de force, la première était plutôt simple. Et effectivement, selon le livre Motivating Men, Social Science and the Regulation of Men's Reproduction in Post-War India, un livre du professeur Savina Balasubramanian, et j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Au départ, l'initiative n'était pas accueillie à bras ouverts par la population, et des experts en communication américains ont eux-mêmes suggéré une alternative, se concentrer sur les hommes. Donc, bien que la tâche fût difficile, les pistes permettant l'approbation de la population afin qu'elle se stérilise elle-même en masse venaient tout droit des USA. Il ne restait plus qu'à les appliquer. Les efforts de castration se sont donc détournés des femmes pour se pencher vers les hommes. Bien sûr, la piste de la stérilisation féminine n'a pas été abandonnée, enfin pas pour l'instant. Mais les hommes étaient plus sous pression que les femmes. Et ce pour une raison très simple. Ils étaient plus souvent dans la rue ou en société que les femmes. Puisque c'était majoritairement des hommes qui travaillaient hors du foyer et donc eux qui prenaient des transports publics ou allaient chercher des rations de nourriture pour leur famille, il était plus facile de les attraper. Oui, on en était là en Inde. Les hommes étaient donc les principales victimes de manigances gouvernementales, bien que les femmes aient aussi été touchées. C'est alors que Gandhi, Madame Gandhi, décida de faire appel aux motivations. Or, en état d'urgence, le concept de motivation a pris tout son sens. Les motivations pouvaient être des dons de terre ou d'autres aides financières. Une famille pouvait donc se voir donner des terres en échange de se faire stériliser et ou de convaincre d'autres personnes de faire de même. D'ailleurs, des sortes de festivals de castration avaient également lieu afin de convaincre les hommes de se faire stériliser. Lors de ces festivités, des exhibitions et des danses avaient lieu. Cependant, même avec ces motivations, certains résistaient toujours, les bougres. Et que feriez-vous s'il y avait des irréductibles indiens qui résistaient encore et toujours à se faire castrer? Eh bien, le gouvernement a eu une botte secrète en réserve. Elle commença à distribuer, pour les délits mineurs, tels que monter à bord d'un bus sans payer, des amendes au montant aberrant, de telle façon que l'Indien moyen ne pouvait jamais payer l'amende. Mais une solution lui était tout de même proposée. Il pouvait se faire couper les parties génitales et tout était oublié. D'autres voyaient leur travail menacé s'ils ne faisaient pas une vasectomie. Bref, la stérilisation masculine se faisait par la carotte ou le bâton. Mais elle se faisait. Et si vous aviez la malchance de résister et donc de vous retrouver face au bâton, vous vous retrouviez harcelé par un gouvernement tout-puissant avec nulle part où aller et personne pour vous défendre. Pour répondre à cette croissante demande de vasectomie et de tubectomie, l'équivalent féminin de la vasectomie, le gouvernement a mis en place des camps de stérilisation. Est-ce que ça ne vous semble pas un peu autoritaire et est-ce que ça vous rappelle pas ce que certains grands blonds aux yeux bleus faisaient lors des années 40? Bref, moi je trouve qu'il y a une nette comparaison à faire. Et bien sûr, puisque ces stérilisations étaient faites dans des conditions plus que douteuses et extrêmement non hygiéniques, des milliers d'hommes et de femmes sont morts dans ces camps. Et bien entendu, comme souvent, l'État n'était pas
impartial face à la stérilisation de la population. Les registres montrent que les plus fortunés ont pu échapper au système afin d'éviter la vasectomie forcée. Et c'est ainsi qu'un journaliste du Washington Post a écrit, après avoir passé du temps avec l'aristocratie indienne, que bien que certains d'entre eux soient tout à fait en faveur de ces politiques agressives de planning familial, aucun d'entre eux ne s'y est soumis, préférant largement garder sur eux leurs bijoux de famille. De plus, en 1980, un questionnaire prouva que les diplômés d'études supérieures étaient plus enclins à saluer les politiques du planning familial, mais nettement moins susceptibles de se faire eux-mêmes stériliser. Bref, se séparer de ces bijoux, c'est bien, mais pour les autres. C'est en 1977 qu'Indira Gandhi et son gouvernement se sont vus retirer tout pouvoir par les mêmes hommes qu'ils cherchaient à contraindre. Heureusement, l'état d'urgence en Inde n'aura duré que 21 mois. Mais durant ces près de 2 ans, 6,2 millions d'hommes ont été stérilisés de force. Et 2000 de plus sont morts dans les camps de castration pas très sanitaires. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Bien que non forcé, le planning familial se retourna alors vers les femmes et les encouragea vivement à se faire castrer afin de limiter les naissances. Entre 1975 et 1976, 46% des stérilisations étaient faites sur des femmes. Aujourd'hui, ce nombre est à 93%. Toujours aussi risqué et toujours aussi peu sanitaire, la stérilisation reste donc bel et bien un moyen de contraception majeur en Inde. Et j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus et savoir ce que vous pensez de cette phase de stérilisation. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.